C'est le jour crucial de la Seconde Guerre mondiale. L'entreprise militaire la plus massive de toute l'histoire. 160 000 fantassins alliés débarquent sur les plages de Normandie et franchissent les défenses réputées imprenables, érigées par l'armée allemande, gardienne de la forteresse Europe. Le 6 juin 1944, le jour J, Walter Martinez, sergent au 2e bataillon de Rangers, fait partie des premières unités à atteindre la côte. 14 divisions allemandes les attendaient. En 1942, une armada de navires de guerre des armées américaines et britanniques se dirige vers l'Afrique du Nord. Les Alliés réaliseront le premier débarquement en En septembre 1943, la première division d'infanterie américaine, The Big Red One, arrive à Liverpool. Ce sont des vétérans des débarquements en Afrique et en Sicile. Ils rejoignent en Angleterre les 1 500 000 Américains prêts à envahir l'Europe. Parmi eux se trouve Walter Martinez, un soldat de 22 ans appartenant au 2e bataillon de Rangers. Ils ont disloqué nos unités. Et lorsque nous sommes arrivés en Angleterre, nous étions en quelque sorte des deuxièmes couteaux, des pions sur un échiquier. Nous étions répartis dans les différents régiments, affectés en renfort, car certains, dont mon unité, s'étaient battus à Anzio et à Salerne. Nous débarquions en Angleterre pour combler les trous comme remplaçants. Ils nous considéraient comme des bleus, alors que certains avaient 2 ou 3 ans de campagne. Mais les Rangers ne recrutaient que des volontaires. L'ensemble des Rangers était le fer de lance des unités. En effet, ils allaient leur permettre de percer le mur. Pour réaliser l'opération Overlord, baptisée ainsi par Churchill, 16 millions de tonnes de matériel de guerre sont acheminées vers l'Angleterre en un temps record. Pendant ce temps, les Alliés suivent l'entraînement le plus difficile de leur vie. J'ai reçu un entraînement vraiment rude. Nous avons appris à sauter et à utiliser toutes sortes d'explosifs pour faire sauter les voies ferrées. Nous étions très bien entraînés pour le combat. Nous étions très pointus en fusil et en armes à feu et nous maîtrisions surtout les tactiques. D'ailleurs, les agents de liaison britanniques nous disaient que notre entraînement était plus difficile que la guerre elle-même. Et ceux qui avaient combattu en Afrique du Nord le savaient bien. Parfois, j'étais plus effrayé à l'exercice par les Rangers que par les Allemands, car ils étaient vraiment durs. Des tournois de boxe se déroulaient dans les bataillons et les divisions. Ceux qui y participaient pouvaient prendre 3 jours de perme à Londres pour soigner leurs blessures. De l'autre côté de la Manche, les Allemands continuent à renforcer leur position. Le mur de l'Atlantique avait toujours été l'obsession d'Hitler. Des milliers d'ouvriers forgent les canons, construisent les blocos et les obstacles en béton qui font de ce mur une barricade redoutable. Le mur aurait pu être encore plus formidable si le commandant en chef allemand du front ouest, le maréchal Gerd von Rundstedt, y avait cru autant qu'Hitler. Von Rundstedt estimait que sur 3000 km de côte, certaines zones étaient forcément moins surveillées que d'autres. En cas de succès du premier débarquement des Alliés, von Rundstedt avait prévu de contre-attaquer au moyen de forces puissantes qui rejetteraient l'ennemi à la mer. Le maréchal est décoré par Hitler. À la fin de l'année 1943, Erwin Rommel reçoit l'ordre d'inspecter les défenses de la côte atlantique. Selon ses conclusions, le succès de von Rundstedt dépend de la défense aérienne. Cependant, la Luftwaffe, débordée, ne peut plus assurer la maîtrise du ciel. Rommel décide alors de moderniser la ligne défensive.
En janvier 1944, Rommel est nommé principal responsable de la défense de la côte. Convaincu que les ennemis doivent être anéantis avant même d'avoir franchi les plages, Rommel donne l'ordre de ne pas laisser une seule ouverture dans le mur. Selon ses mots, le rivage constitue la première ligne de résistance. Rommel se met donc à fortifier la zone. Il fait construire des obstacles sous-marins, des chevaux de frise en béton, des pics et pose des mines afin d'empêcher le débarquement. Sur les plages, les canons sont protégés avec du béton et des kilomètres de fils barbelés. 4 millions de mines terrestres sont posées sous le sable des plages normandes. Derrière cette barricade, sur 11 km, toute zone découverte est inondée ou semée d'obstacles afin d'entraver un débarquement aéroporté. Chaque soldat disponible, qu'il soit boulanger ou employé, est appelé au service militaire. Les 24 premières heures du débarquement seront cruciales. Bien que les troupes soient réduites à cause des besoins de soldats à Anzio, où les Alliés ont débarqué, et en Russie, 14 divisions allemandes sont en place vers la mi-mai. Parmi elles, la Panzerlehr, une division dite de Hongrie. La Panzerlehr était l'une des divisions d'élite du Reich. Arrivés presque au complet en Normandie, les hommes n'ont eu que 2 semaines pour se préparer au combat. Mais ils étaient opérationnels. Ils possédaient de bonnes armes, des blindés et d'importants effectifs. En fait, c'était certainement la meilleure division de l'armée allemande. Le déploiement des forces de la Panzerlehr en Normandie divise le haut commandement allemand. Il y a eu de grandes discussions entre Rundstedt et Rommel à propos de la stratégie de défense allemande. Selon von Rundstedt, la meilleure façon d'empêcher l'invasion était de laisser les Alliés débarquer sur les plages, puis les prendre en tenaille et les réduire. Quant à Rommel, il assurait que le seul moyen d'empêcher l'invasion était d'attaquer avant que l'ennemi ne débarque. Pour remonter le moral des troupes, le général Dwight Eisenhower leur rend visite en Angleterre. On était très impressionnés dès qu'une personne galonnée venait en première ligne. On trouvait qu'il parlait bien. Avec nous, il n'était pas l'homme froid et dur qui devait prendre des décisions importantes pour le jour J. Le ciel est gris et maussade. On n'avait pas vu cela depuis 30 ans. Mauvaise nouvelle pour les Alliés. Le succès du débarquement dépend de la marée, du clair de lune et de l'état de la mer. Au même moment, une offensive est lancée sur le front russe afin de détourner l'attention des Allemands. Leur plan dépend du temps. Dès le début, la chance n'est pas du côté des Alliés. Les 2 plages assignées aux Britanniques sont Gold et Sword. Juno est pour les Canadiens.
Les manœuvres d'invasion ont semé la confusion dans les services de renseignement allemands. Les Alliés ont fait répandre de fausses informations durant l'année 43 précédant le débarquement. Ils ont bombardé le Pas-de-Calais régulièrement, car c'est le département le plus proche de l'Angleterre. La Normandie est beaucoup plus loin. Le maréchal Rommel aussi tient compte des conditions météo. Le 5 juin, il quitte son quartier général pour fêter l'anniversaire de sa femme, convaincu que l'ennemi ne tentera rien par un temps pareil. Mais les forces alliées lui préparent une surprise. Le 6 juin 1944, une armada de 5300 navires s'ébranle pour libérer l'Europe malgré une mer très agitée, comme c'est souvent le cas. Dans le ciel, des milliers de chasseurs, 822 appareils gros porteurs et 900 planeurs transportent les parachutistes qui effectuent les opérations d'avant-garde. L'invasion ne bénéficie pas de conditions idéales. La houle est très forte et les nuages sont menaçants. Pourtant, les troupes avancent, obéissant aux instructions du général Eisenhower. À cet instant, nous ne ressentions aucune émotion, aucun sentiment. Nous étions si concentrés sur notre mission qu'il aurait pu nous donner n'importe quel ordre et nous l'aurions exécuté. Ce que les Allemands ont aperçu ce jour-là, c'était la première et la dernière fois qu'ils le voyaient. Une invasion d'une telle ampleur était quasiment incroyable. Il y avait des bateaux partout. Au début, ils se sont demandé s'ils devaient prendre cette offensive au sérieux. Les hommes basés sur les plages, qui ont vu ces 5000 navires, savaient parfaitement que ce n'était pas là une opération de diversion. Mais à Berlin, les rapports des services de renseignement se demandaient toujours s'il s'agissait du véritable débarquement. Hitler et son état-major penchent pour une feinte visant à éloigner la Panzerlehr du Pas-de-Calais, où s'ensuivrait la véritable invasion.
Les 8 compagnies qui se dirigent vers Omaha Beach sont victimes des obstacles cauchemardesques mis en place par Rommel. Cette bataille est la plus violente. Omaha est une plage infernale de 10 km de long avec 2 falaises de 30 mètres de haut à chaque extrémité. Tandis que le débarquement à Omaha Beach est un désastre, c'est quasiment l'inverse qui se produit à Utah. La 4e division d'infanterie américaine prend pied sur cette plage sans pratiquement rencontrer de résistance et parvient facilement à pénétrer plus avant dans les terres. À Juneau, la haute mer et les défenses allemandes entravent la progression des Canadiens. Cette bataille fait des victimes des deux côtés. Sword est petite, mais étant donné que c'est un port maritime, il est surveillé par des batteries d'armes lourdes. Le temps et le terrain causeront de nombreuses victimes dans la première vague de soldats britanniques. À Gold, les engins blindés amphibies sont indispensables pour neutraliser les batteries d'armes lourdes de l'ennemi. Les hommes ne se battent pas seuls. 10 000 appareils bombardent les défenses allemandes avec plus de 11 000 tonnes de bombes. C'est à Omaha que la bataille est la plus sanglante. C'est un carnage. C'était l'endroit le plus dangereux. Ils avaient découpé des morceaux de rail et les avaient enterrés en laissant pointer une partie seulement. Ainsi, lorsque les péniches s'éventraient dessus, il y avait de nombreuses victimes. Les fusillades dégageaient une telle puanteur. La plage était jonchée d'épaves et de corps. Les forces aériennes allemandes s'étaient retirées de Normandie quelques jours auparavant. Tandis que les troupes étaient mises au repos, le matériel subissait quelques réparations. La force de frappe allemande
Partout, les unités pénètrent les terres. Cela ne fait aucun doute. Les Alliés ont réussi un coup de poker. Bien qu'il n'y ait pas de chiffre exact, environ 160 000 hommes avaient débarqué à la fin du jour J. Ils contrôlaient la tête de pont. Comment vous dire, j'ai vécu tout cela et je suis encore là. Vous savez, c'est vraiment bizarre. J'ai du mal à expliquer ce que je ressens, mais je suis là. Le débarquement en Normandie sonnait le glas de la domination de l'Europe par les Allemands. Pour y parvenir, 4000 hommes avaient donné leur vie rien que sur la plage d'Omaha. À la fin de la journée, les Allemands se rendent. Leur Reich commence à s'écrouler. Les soldats se souviendront du débarquement comme du jour le plus long.